Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire BCI, dont le thème est potentiel et impact du Made in France sur vos ventes à l'international. Je me présente, donc je suis Annie Meunier, conseillère internationale BCI, basée à la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest à Morlaix. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Anne Lévenez, pôle action économique de la Direction régionale des douanes de Bretagne à Rennes, et de Romain Bertrand, secrétaire général de Origine France Garantie. L'idée de ce webinaire Made in France date déjà un petit peu, mais dans le contexte de crise sanitaire, nous avons transformé ce début d'idée de réunion d'information présentielle en webinaire et avons souhaité, dans ce contexte, y ajouter également Origine France Garantie, qui semble être quand même un bon complément par rapport à ce que va nous expliquer la douane. Donc, ce webinaire sera présenté en deux parties. L'aspect origine douane pour le Made in France, présenté par Anne Lévenez, et l'aspect marquage, certification par Origine France Garantie. Donc, merci à vous deux, Anne et Romain, de m'accompagner pour ce webinaire. Un point technique maintenant pour les participants pour un bon déroulement de ce webinaire. Les vidéos et caméras des participants sont désactivées. Seules nos caméras, à moi, Anne Lévenez et Romain Bertrand, seront activées, ainsi que le son. Le webinaire est enregistré, ce qui veut dire que vous l'aurez également en son et image par la suite, par BCI Siège qui vous l'adressera. Nous avons demandé lors de l'inscription aux participants de poser leurs questions. Ces questions donc ont été prises en principe dans le cours de la présentation. Vous y trouverez vos réponses. Toutefois, tout au fil de la présentation, vous pouvez, par l'onglet Q et R, questions et réponses, nous poser des questions. Je les lirai en fin de première partie après la présentation de Anne et en fin de seconde partie après la présentation de Romain selon les thèmes. Je pense qu'on a fait le tour de l'introduction. Anne, je vais vous demander d'avancer éventuellement sur la présentation que je vais commencer brièvement de BCI. Donc, BCI, Bretagne Commerce International, est une association d'entreprises créée à l'initiative de la région Bretagne, un outil du Conseil régional et de la CCI Bretagne. Nous avons aujourd'hui 1000 adhérents. Nous sommes une équipe de conseillers à l'international basée dans les CCI, à proximité des entreprises, sur les volets stratégiques, techniques et réglementaires. Et avec cette équipe de conseillers à l'international, nous avons nos collègues chargés d'affaires, spécialisés en sectoriel, que vous connaissez. Voilà, vous avez une première présentation. La deuxième slide consiste à la description de nos missions. Je ne vais pas m'étendre parce que la majorité des participants que vous êtes aujourd'hui connaissent déjà nos actions. Je voudrais simplement sur un point important vous rappeler que l'événement annuel de Bretagne Commerce International, l'Open de l'international, est transformé pour les raisons que nous connaissons de crise sanitaire en événement à distance qui s'appelle l'Open Online. Il a lieu le 6 juillet. Vous pouvez vous inscrire encore jusqu'au 30 juin à distance via une plateforme bretonne, autant le signaler, par la société Attisé. Nous proposons aux entreprises bretonnes de prendre des rendez-vous avec nos prestataires à l'étranger. Dans la journée, vous pouvez avoir un nombre assez important de rendez-vous avec nos prestataires sur la planète, ce qui est quand même intéressant. Au total, il y a 112 prestataires basés à l'étranger dans 63 pays. Donc surtout, n'hésitez pas, dès la fin de ce webinaire, inscrivez-vous à l'Open Online. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation de BCI et sauf à avoir omis de vous présenter, et je pense que Anne, vous allez vous présenter en début de partie de votre intervention, ainsi que Romain. Voilà, plutôt que je le fasse, je pense que on va y aller. Donc je donne la main à Anne Lévenez, pôle action économique, direction régionale des douanes de Bretagne.
sur le volet notion origine du Made in France. Bonne session à tous. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente la direction régionale des douanes qui est installée à Rennes. Vous connaissez plus la douane pour ses contrôles et pour la lutte contre la fraude et les trafics, les stupéfiants, les cigarettes, les espèces protégées, et vous connaissez moins la douane dans son rôle action économique. La douane est en charge de veiller au bon déroulement du passage en frontière des marchandises licites. Et donc, en amont, elle a tout un tas d'agents qui sont en charge de conseiller les voyageurs et également les entreprises. Donc, dans chaque direction régionale des douanes, vous avez un PAE, un pôle action économique, avec une cellule conseil aux entreprises qui donc vous accompagne gratuitement dans tous vos projets à l'international. Donc, on insiste bien sur le fait qu'il faut en amont absolument sécuriser vos procédures parce que en matière de commerce international, le risque de perte financière et en douane, le risque d'allongement des délais d'acheminement peuvent être importants. Le risque peut être important. Excusez-moi. La cellule donc accompagne gratuitement les entreprises et on vous reçoit en entretien personnalisé par téléphone, par mail, mais on vous reçoit aussi à la direction sur rendez-vous. Et lorsque les consignes sanitaires nous permettront également, nous nous déplaçons, donc ma collègue et moi, puisque nous sommes deux, Madame Ferrari et moi-même, nous nous déplaçons également dans les entreprises. Et également, je fais un tout petit point sur le Brexit puisque nous relançons là 6 mois avant l'échéance, donc une communication sur le Brexit. Donc n'hésitez pas à l'adresse là qui est indiquée PAE-Bretagne à nous poser tout un tas de questions sur le Brexit et également vous inscrire à une liste de diffusion qu'on va mettre en place pour diffuser les informations. Alors, revenons sur le sujet du jour qui est le Made in France. Donc, je vais vous présenter le Made in France en 4 points. Une présentation des enjeux de ce marquage, la définition et la différence aussi avec les autres labels que vous connaissez. En point 2, je vais vous présenter les règles douanières, donc de l'origine, puisque pour pouvoir apposer le Made in France, il faut appliquer des règles douanières. En point 3, je vais vous parler de la protection de ce marquage et de votre savoir-faire par la demande d'information sur le Made in France. Voilà. Et le point 4, donc, comment la douane et la CCRF protègent ce marquage. Donc, le marquage Made in France est un marquage valorisant. Donc, si vous êtes fabricant ou distributeur et que vous produisez ou faites produire en France, la valorisation de cette origine donc constitue un atout certain vis-à-vis de vos concurrents. C'est un thème à la mode, acheter français, et d'autant plus là ces dernières semaines où le consommer moins, mais le consommer mieux est monté en flèche dans l'opinion des consommateurs. Des enquêtes ont montré effectivement que quand bien même le produit français est plus cher, 3 consommateurs français sur 4 sont quand même prêts à acheter français. Effectivement, on s'aperçoit désormais que une grande marque ne suffit plus pour inspirer la confiance, alors qu'un marquage fabriqué en France, origine France, inspire véritablement confiance.
De plus, le Made in France, donc c'est un véritable moyen pour préserver votre savoir-faire, la qualité de vos produits, et puis avec une vision plus large, évidemment, l'emploi sur notre territoire. Il représente un avantage en France et aussi à l'international. Donc, étant donné qu'en deuxième partie, vous allez avoir aussi une intervention sur une autre certification, je vais faire un point sur les autres notions qui sont différentes du marquage Made in France. Il ne faut pas confondre le marquage Made in France avec le marquage et la conformité aux normes CE. Un marquage CE, ça signifie que votre produit est conforme à des normes communautaires. Le fabricant ou l'importateur a fait réaliser des contrôles, des essais qui assurent la conformité technique ou sanitaire. Mais c'est totalement différent du marquage Made in France. Il faut aussi ne pas confondre le marquage Made in France avec les autres certifications et labels privés qui existent. Les autres labels, par exemple comme le label produit en Bretagne, ce sont des labels qui ont été montés par des associations privées et qui répondent à un propre cahier des charges qui leur est propre et une certification par des organismes complètement indépendants. Donc, ces autres certifications et ces autres labels sont tout à fait sérieux. C'est à vous de voir, en fonction en fait du marché que vous visez, quel sera le marquage le mieux adapté à votre cible. Si vous souhaitez revendiquer plus un esprit français à l'export, un marquage national fabriqué en France ou origine France garantie sera plutôt recommandé. Par contre, si vous fabriquez un produit avec un ancrage territorial ou local plus fort, à ce moment-là, un marquage régional peut sans doute mieux vous convenir. Dernier point rapide aussi, ne pas confondre le marquage fabriqué en France avec des infractions aux droits de la propriété intellectuelle, hein, avec les droits que vous pouvez déposer à l'INPI. Le Made in France, ce n'est pas une marque. Et de même que le faux Made in France, ce n'est pas de la contrefaçon. La contrefaçon, ça consiste à violer vraiment les droits de la propriété intellectuelle. Le marquage fabriqué en France ne relève pas du droit de la propriété intellectuelle. Alors, un autre élément aussi qui est méconnu, c'est qu'il s'agit d'un marquage qui est facultatif et volontaire. Le fabriqué en France, il permet de différencier la nationalité d'un produit. Les entreprises, elles peuvent l'indiquer sur vos marchandises, vous pouvez l'indiquer, mais aucune disposition ne prévoit l'obligation d'apposer un marquage sur les produits commercialisés ou importés dans l'Union européenne. Alors, sauf certains produits agricoles ou alimentaires, là, il s'agit d'une réglementation sanitaire, hein, la viande bovine, le poisson, les légumes, les œufs, le miel, le vin, l'huile d'olive vierge. Également pour des raisons de sécurité du consommateur, les jouets. Alors les jouets,
c'est indirectement qu'ils doivent indiquer l'origine de fabrication, c'est parce qu'en fait, ils doivent mentionner l'adresse du fabricant. Et également, la réglementation impose d'indiquer une origine aussi lorsque la marque peut induire en erreur. Une marque peut induire en erreur en contenant le mot France ou Paris, et à ce moment-là, l'origine véritable du produit doit être indiquée. Alors, ce marquage est facultatif et volontaire, mais par contre, à l'inverse, enfin, c'est la conséquence, lorsque vous apposez ce marquage, vous vous engagez juridiquement à respecter les règles d'origine, les règles de l'origine qui découlent du fait que vous avez indiqué sur votre produit fabriqué en France. Rapidement aussi, donc l'origine ne doit pas être confondue avec la provenance. La provenance, c'est juste une notion logistique, c'est le trajet qu'a effectué votre marchandise pour arriver pour la marchandise pour arriver jusqu'au consommateur. Et également une autre notion importante en douane, c'est le statut communautaire. Vous avez statut communautaire ou union de la marchandise. Ça signifie juste qu'elle a passé la douane, elle a acquitté les droits de douane et la TVA, et donc elle peut circuler librement sur le territoire de l'Union. Donc, je conclus sur ce marquage facultatif, effectivement, parce qu'en fait, il y a eu une décision de la Cour de justice des communautés européennes à l'encontre de l'Allemagne qui avait étatisé en fait un marquage avec une notion de origine Allemagne. Et l'Allemagne s'est fait retoquer parce qu'en fait, les juges de la Cour ont considéré que l'Allemagne ainsi favorisait l'achat de produits nationaux. Et donc, il s'agissait d'une entrave à la libre circulation des biens et des services à l'intérieur de la communauté. Donc, j'insiste bien, le marquage est facultatif. Alors, en point 2, donc les règles. Alors, les règles juridiques, là, ça va être un petit peu indigeste, mais j'ai mis des illustrations pour que ça passe mieux. Donc, la réglementation en réglementation douanière, il y a 3 fondamentaux. Il y a l'espèce, l'origine et la valeur. Pour ceux d'entre vous qui sont en charge des affaires douanières, vous connaissez bien ces notions. Ben, l'espèce, c'est le genre de votre marchandise qui se traduit par un code douanier qui est inséré dans les déclarations en douane. La valeur, c'est la valeur de votre marchandise à l'entrée sur le territoire ou à la sortie. Donc à l'entrée, c'est sur cette valeur en douane que sont assis les droits et les taxes. Donc en douane, une marchandise a 2 origines. Elle a une origine de droit commun, une origine qu'on appelle une origine non préférentielle. C'est son origine, c'est sa nationalité. Et c'est de ces règles-là dont on va parler. En plus de cette origine non préférentielle, l'origine de droit commun, votre produit, enfin le produit que vous achetez ou que vous vendez à l'export, il peut bénéficier d'une origine qu'on appelle origine préférentielle. Parce qu'en fait, elle rentre dans le cadre d'accords internationaux entre 2 parties, l'Union et dernièrement, par exemple, le Vietnam, ça vient juste de rentrer en application. Le Vietnam, le Japon, le Canada, ce sont les derniers accords. Lorsque votre produit est concerné par un accord, en fait, il va bénéficier à l'arrivée de droits de douane préférentiels.
Donc, à ce moment-là, on applique les règles de l'origine préférentielle. Là, je vous ai mis juste les sources juridiques, hein, mais je vais passer rapidement. C'est juste en fait pour que, comme le PowerPoint va vous être diffusé, ensuite vous puissiez vérifier mes dires. Donc, je continue sur les règles de l'origine, les règles de l'origine, donc non préférentielles. Comment déterminer la nationalité de votre produit, en fait. Voilà. Donc, il y a tout un questionnement à effectuer que je vais vous démontrer. Donc, la première question à vous poser, c'est est-ce que mon produit a été entièrement obtenu? Est-ce qu'il y a un seul pays qui rentre en ligne de compte ou est-ce qu'il y a plusieurs pays? S'il y a un seul pays, c'est simple. Donc, le pays d'origine du produit est le produit dans lequel il a été fabriqué. Par contre, donc, ça se complique et c'est de plus en plus courant maintenant avec les nouvelles stratégies industrielles qui impliquent le recours à des chaînes de production multiples. Plusieurs pays interviennent dans la fabrication de votre produit. Donc à ce moment-là, il va falloir vous poser une autre question. C'est dans quel pays la dernière transformation substantielle a été effectuée? Et pour vérifier ce critère de dernière transformation substantielle, en fait, il va falloir éliminer différents cas, c'est-à-dire vérifier qu'il ne s'agit pas d'une transformation minimum, il ne s'agit pas de réemballage, par exemple, de reconditionnement, mais vraiment d'une transformation substantielle. Qu'il y a eu donc changement de code douanier ou une valeur ajoutée telle avec un pourcentage, donc, mais qui diffère en fonction des produits, avec un pourcentage tel que votre produit a été, que le produit tiers incorporé dans votre produit a été tellement transformé qu'il a acquis une valeur ajoutée importante et que du coup, la valeur ajoutée apportée en France, en fait, confère la nationalité française à votre produit. Ou alors, pour certains secteurs, il y a une règle de transformation spécifique. Mais toutes ces règles, en fait, elles sont indiquées dans le Code des douanes de l'Union. Donc, vous ne pouvez pas choisir, c'est pas au choix. Elles sont indiquées dans le Code des douanes de l'Union ou sur le site de la Commission européenne, Europa. Alors là, je vais passer rapidement sur les marchandises entièrement obtenues qui sont listées dans les actes délégués du Code des douanes de l'Union. Elles sont listées, donc vous avez une liste de produits entièrement obtenus. Alors là, j'ai mis qu'un extrait, hein, mais vous avez une liste. La question que vous devez vous poser aussi, c'est la question avant de réfléchir sur la dernière transformation substantielle. La question que vous devez éliminer en premier, c'est est-ce que je n'ai pas juste effectué une opération dite minimale? Parce que si l'opération que vous avez effectuée dans votre usine est juste une opération minimale, là, vous êtes sûr que votre produit, il ne va pas avoir l'origine française. Et donc là, c'est pareil, c'est assez simple. La liste des opérations minimales, donc là, c'est un extrait aussi. La liste est indiquée dans le règlement délégué au Code des douanes de l'Union. Donc, vous voyez,
tous les changements que vous faites subir à votre marchandise, enfin à la marchandise qui n'est pas française mais que vous transformez, si c'est seulement, par exemple, c'est un changement d'emballage, si c'est seulement petit e la position d'une étiquette, la position d'une étiquette sur un jean, il s'agit d'une opération minimale. Elle n'a aucune conséquence sur le changement entre guillemets de la nationalité du produit que vous avez importé et que vous avez retravaillé ou refaçonné. Ça ne suffit pas. Donc, si vous avez éliminé ces deux possibilités, il ne s'agit pas d'un produit entièrement obtenu en France. Si vous avez éliminé les opérations minimales, c'est-à-dire que non, j'ai pas effectué une opération minimale, j'ai effectué beaucoup plus. Donc, vous allez vous poser maintenant la question de savoir est-ce que ce que j'ai effectué au sein de mon usine, de mon unité de transformation, est-ce que ça confère l'origine France à mon produit. Donc, vous allez vous pencher sur la notion de dernière transformation substantielle. Donc, les trois notions sont importantes. C'est bien dernière transformation substantielle. Parce que j'ai eu une question sur un produit qui avait été transformé en Chine avec des composants bretons. Donc, c'était une sorte de jeu vidéo qui avait été le breton avait envoyé des composants et en Chine donc ça avait été assemblé et réexpédié après en Bretagne pour être vendu en Bretagne. Donc là la dernière transformation, alors quand bien même en fait le logiciel et beaucoup de composants étaient d'origine France, en fait la dernière transformation substantielle elle a bien eu lieu en Chine malheureusement. Donc le produit n'était pas origine France. Par contre, il peut mettre conçu, il peut mettre logiciel conçu en Bretagne. Ça, c'était une petite aparté sur l'importance de dernière transformation substantielle. Donc l'article l'article du Code des douanes du règlement délégué donc définit la dernière transformation substantielle. Donc vous voyez dans l'article 32 la dernière transformation substantielle, elle doit aboutir à la fabrication d'un nouveau produit. D'accord? Alors, là, vous voyez dans le deuxième paragraphe, tous les produits n'ont pas pu être repris dans le règlement délégué du Code des douanes de l'Union. Donc, vous avez deux sources d'information. Vous avez le règlement délégué du Code des douanes de l'Union et vous avez l'annexe et vous avez aussi les règles qui sont publiées sur le site Europa. Mais toutes ces règles, elles sont en accès libre, hein, en accès ouvert. Donc, un exemple de dernière transformation, malheureusement pour l'opérateur, insuffisant. Vous importez du Bangladesh une chemise. En France, vous ne faites que coudre les boutons. Votre produit, vous n'avez pas abouti à un nouveau produit. Vous avez importé une chemise, il ressort de votre usine une chemise. Il ne s'agit pas d'une transformation suffisante. Donc, en fait, ce qui est bien important, donc ce qu'il faut pour si vous n'arrivez pas à distinguer la dernière transformation suffisante, il faut vraiment décomposer votre processus de fabrication et la chronologie des opérations et également les pays de provenance des composants. En fait, il s'agit, pour le fabriquer en France, il s'agit d'identifier si
les matières, les matières et les composants qui ne sont pas origine France, est-ce qu'ils ont été suffisamment transformés, travaillés pour conférer à votre produit l'origine France. Alors, on va rentrer dans ces listes-là, dans ces listes de transformation, de dernière transformation suffisante. Donc, un préalable à votre raisonnement, c'est qu'on connaît le code douanier de la marchandise. Donc, j'ai fait cette petite diapo pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de douane. Et donc, là, je vous ai mis une déclaration en douane. Et vous voyez, en fait, en bas à gauche, vous voyez, c'est un peu flou, mais vous voyez dans une case le code de la marchandise. Voilà, quand on vous parle de code douanier, c'est un code à 10 chiffres. Au niveau de l'Union européenne, c'est un code à 10 chiffres. Par contre, on va s'intéresser pour les règles de l'origine. En fait, vous prenez que les 4 premiers chiffres. Donc, c'est ce qu'on appelle ça le SH4 pour système harmonisé. Parce que ces 4 premiers chiffres, en fait, ils sont harmonisés au niveau mondial. Donc, votre produit qui est classé au 90-19, là, il sera classé au 99, au 90-19 dans 300 pays du monde. Pas tous les pays, mais beaucoup de pays. Donc, une fois que vous avez le code douanier de votre produit fini, du produit fini, pour l'instant. Parce que, alors, j'ai pris comme exemple là, donc là, je vais vous faire plusieurs illustrations pour vous montrer que, en fait, c'est un raisonnement juridique qu'il faut appliquer et que toutes les règles, elles sont dans le code des douanes de l'Union ou sur le site Europa. La bouteille de vin, donc là, elle est classée dans le 2204 au niveau douanier, chapitre 22 et position 2204. Donc, on se rend dans l'annexe 22 du code du règlement délégué du code des douanes de l'Union. Donc là, j'ai fait un extrait parce que le tableau est infini, évidemment. J'ai fait un extrait, le 2204. Vous avez dans la première colonne la désignation de la marchandise, dans la deuxième colonne la règle. Donc voilà, il n'y a plus qu'à appliquer. Le pays d'origine des marchandises de cette position est celui dans lequel les raisins ont été obtenus à l'état naturel ou non transformé. Donc voilà, conclusion pour cette illustration. Le pays d'origine du vin est celui dans lequel le raisin a poussé. Donc, vous voyez que vous n'avez pas le choix de la règle à appliquer. En fonction du code douanier de la marchandise, il y a une règle à appliquer. Vous ne pouvez pas là vous dire, je vais appliquer la règle relative à la valeur ajoutée parce que celle du lieu où le raisin a poussé ne me convient pas. Non, la règle, elle est définie par les règles de l'Union européenne. Une autre illustration de la transformation, la dernière transformation substantielle. Vous importez de Chine une étoffe de bonneterie et vous fabriquez avec cette étoffe des paires de chaussettes. Donc les chaussettes, position tarifaire 61,15. Est-ce que si je fabrique des chaussettes en France avec des étoffes en provenance de Chine, est-ce que ma paire de chaussettes sera origine France? Je me plonge dans l'annexe 22 du Code des douanes de l'Union, je regarde, je cherche où sont classées les chaussettes. Donc 61,15, j'ai au 61,15, j'ai bien les collants, les bas, les mi-bas, les chaussettes, etc. Dans une sous-partie, j'ai
ces accessoires qui sont obtenus par assemblage, par couture ou autrement. Alors, c'est vrai que là, nous serons là pour vous aider, la cellule conseil, pour comprendre le langage de la Commission européenne, parce que c'est pas toujours facile. Et le 61-15 partie B, donc c'est autre. Donc, votre paire de chaussettes, elle rentre dans la partie autre parce que, comme c'est indiqué sur la diapo, il ne s'agit pas d'un article obtenu par assemblage ou par couture ou autrement d'au moins 2 pièces. Donc, les chaussettes, c'est pas obtenu par couture de pièces. Hein. Donc, vous êtes dans le 61-15 partie B. Quelle est la règle à appliquer derrière colonne? La règle à appliquer à votre paire de chaussettes, c'est qu'elle doit être fabriquée à partir de fil. Et malheureusement, vous avez importé une étoffe de bonneterie. Et donc, la transformation que vous avez effectuée, comme vous avez travaillé de l'étoffe et que vous n'avez pas travaillé du fil, la règle n'a pas été respectée. Il aurait fallu importer du fil et le transformer pour que votre paire de chaussettes ait l'origine France. Alors, une question qui nous a été à de nombreuses fois posée, là, une autre illustration, dans le cadre de la Covid, c'est l'origine France des masques de protection en textile. Donc, toujours le même raisonnement, le masque de protection en textile, classement 6307. Je cherche la règle dans l'annexe du règlement délégué. 6307. Quelle est la règle? La fabrication dans laquelle la valeur de toutes les marchandises utilisées n'excède pas 40%. Donc, vous voyez que là, on est dans une règle qui concerne la valeur ajoutée et non pas dans une règle qui concerne une ouvraison particulière comme il s'agissait pour la paire de chaussettes. D'accord? Donc là, on est dans la règle de 40% du prix départ usine de votre produit. C'est-à-dire que pour votre masque, vous avez importé du tissu et des élastiques. Il convient que la valeur de ces pièces-là que vous avez importées, la valeur sortie d'usine en Inde et en Chine, la valeur sortie d'usine, n'excède pas 40% du prix départ usine de votre masque en France. Donc, si vous avez importé, alors là c'est un exemple vraiment très, très simple, hein. Si vous avez importé pour 1 euro de marchandises et que votre masque sort au prix de 3 euros de votre usine, donc c'est bon. En fait, les produits incorporés utilisés pour fabriquer votre masque ne représentent que 33% du prix départ usine, donc votre masque est bien origine France. Alors, malheureusement, toutes les règles ne sont pas donc dans l'annexe 22 du règlement délégué du Code des douanes de l'Union. Il y a des règles. Alors, quand vous ne trouvez pas votre produit dans le règlement délégué du Code des douanes de l'Union, vous allez sur le site Europa. Donc, sur le site Europa, vous allez trouver les autres produits. Donc, c'est en anglais, mais c'est quand même ça se comprend. Donc là, j'ai pris un exemple de produit qui est sur le site Europa. Une boisson, un complément alimentaire à réhydrater. Donc là, on prend toujours le même raisonnement. Classement tarifaire 2106. Je cherche le 2106 dans mes règles et je regarde la règle qui s'applique. Alors, là, dans les règles, après avoir vu
la règle de la valeur ajoutée, après avoir vu aussi la règle de la transformation particulière, en fait, c'est surtout en matière textile qu'il y a des règles d'ouvraison particulières. Vous avez la troisième règle là que vous pouvez rencontrer, c'est le changement de classement tarifaire. Donc en fait, CTH, c'est l'acronyme anglais pour changement de position. C'est-à-dire que vous devez, vous devez incorporer des ingrédients dont le classement douanier en fait aura été modifié. Parce qu'on considère que si le produit fini n'aboutit pas sur un nouveau code douanier, en fait, vous n'avez pas créé un nouveau produit. Par exemple, pour ce complément alimentaire, vous avez importé des vitamines 29,36, du sucralose 29,40, du bêta-carotène. Je ne vais pas m'éterniser parce que le temps passe. Donc, vous avez des ingrédients qui sont au 29,36, 29,40 et 28,11. Vous les incorporez dans votre complément alimentaire à réhydrater. Et votre complément alimentaire réhydraté, il est classé au 21,06. Donc, vous voyez que vous avez respecté la règle du changement de position tarifaire par rapport aux ingrédients. Et donc, votre complément alimentaire a bien l'origine France. Dernier exemple, là, très vite. Donc là, c'est pour une balançoire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la balançoire qui est classée au 95,06 ? On vous dit qu'il doit y avoir aussi un changement de tarifaire, CTH. Donc, le changement de tarifaire, la règle est respectée puisque vous avez importé des tubes en acier 73,06 et que vous avez donc effectué. Les autres composants sont français. Et vous avez donc fabriqué une balançoire qui est classée au 95,06. Donc, vous avez respecté la règle du changement tarifaire. Donc, ça peut vous paraître fastidieux, mais comme vous voyez, en fait, c'est un raisonnement juridique à tenir. Il faut absolument, par contre, avoir le code douanier de votre marchandise, le produit fini. D'accord ? Et après, chercher les règles qui s'appliquent. Tout d'abord, voir si c'est dans l'annexe 22 du règlement délégué du Code des douanes de l'Union. Et si vous ne le trouvez pas dans le règlement délégué, vous allez sur le site Europa. Et si vous avez du mal, vous contactez la cellule conseil aux entreprises. Alors, point 3. Il existe une procédure dédiée pour le Made in France. Donc, vous fabriquez des produits et vous avez la volonté de valoriser votre savoir-faire par l'imposition du Made in France. Donc, vous pouvez demander à la douane ce qu'on appelle une information sur le Made in France, IMF. Vous avez peut-être vu déjà cette abréviation. Vous pouvez demander donc à la douane cette IMF pour vos produits, alors qu'ils soient destinés à être exportés ou à être commercialisés. Alors, cette demande-là à la direction générale des douanes, elle a uniquement pour but, pour vocation de vous informer qu'il est possible d'indiquer ou non le marquage de vos produits. Parce que, en fait, pour nous, administration, on ne peut pas aller plus loin qu'une simple information. Parce que, comme je vous le disais en introduction, de par les règles de l'Union, on ne peut pas favoriser, on n'a pas le droit de favoriser nos produits nationaux par rapport à d'autres produits de l'Union. Donc, en fait, c'est une information qu'on vous donne. Par contre, ça a une force indicative très forte et très valorisante. Alors, cette information donc est demandée à l'administration, donc elle est gratuite et très simple. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Et le délai pour l'obtenir, parce qu'on m'avait posé la question. Alors,
la douane est tenue de répondre dans les 120 jours. Mais en fait, le délai moyen constaté est de 30 jours. Et la douane délivre à peu près 500 informations sur le Made in France tous les ans. Alors je vais passer vite fait sur le formulaire, mais c'était pour vous montrer que c'était très simple. Donc vous allez sur le site douane.gouv.fr, vous trouvez le formulaire et puis vous le remplissez. Donc ce qui est important, point 4, vous voyez le point 4. L'information sur le Made in France, c'est autant pour commercialiser dans l'UE que pour exporter. Donc, ce qui est important, c'est que vous connaissiez comment votre processus de production, le classement douanier du produit fini, et puis en fonction de la règle applicable, vous décomposez le prix de revient, ou alors vous décomposez, vous indiquez les codes douaniers des marchandises. Donc, voilà à quoi ça ressemble, une information sur le Made in France. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est une information sur le Made in France pour un sérum visage. Donc vous voyez en case 5, en fait, que l'opérateur a indiqué son code douanier. Ensuite, dans les autres rubriques, il a indiqué les matières et les origines mises en œuvre. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des ingrédients français et des ingrédients hors Union. Il a indiqué le code douanier également des marchandises non Union. Et alors, important par contre, alors, ce point 15 là, avertissement. Il y a un avertissement dans cette information que la douane vous remet. Parce que les règles de l'origine non préférentielle ne sont pas harmonisées au niveau international. Tous les pays du monde ne sont pas d'accord sur les règles de l'origine non préférentielle. Donc en case 5, en case 15, par contre, on vous indique bien que lorsque l'information sur le Made in France porte sur des produits susceptibles d'être exportés hors de l'Union, en l'absence donc d'harmonisation des règles de l'origine, la base utilisée à destination en fait de vos produits, elle n'est pas forcément la même que celle qu'on a appliquée. Si c'est un pays tiers qui n'applique pas ces règles de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, il faudra vous renseigner dans le pays d'arrivée si vous voulez un marquage qui ait une force juridique. Votre marquage, il est valable, mais il n'aura pas une force juridique dans le pays d'arrivée si le pays d'arrivée n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans la partie export. Donc, pour ce sérum, le marquage est possible. Donc là, c'est le diplôme, entre guillemets, qu'a reçu l'opérateur. Donc, vous voyez case 8, marquage d'origine France possible en application du Code des douanes de l'Union. Et donc, case 9, comment a été déterminée cette origine? Donc, dernier paragraphe, afin de définir le caractère substantiel ou non de la transformation, il convient, pour le produit à la classé au 3304, qui n'est pas repris à l'annexe 22. Donc, on se réfère au tableau des règles de liste publié sur le site internet Europa. Donc, la règle de liste, c'est un changement de supposition. Donc, la règle est respectée. L'opérateur bénéficie de l'information sur le Made in France. Il peut imposer son Made in France ou son fabriqué en France, sans souci. Un autre exemple, là par contre, eh bien, l'IMF a été refusé pour un autre produit. Pas de marquage d'origine France possible. Les raisons, en case 9, dernier paragraphe. Donc, la règle de liste
applicable à la position tarifaire, là, il s'agissait de foulards. Donc, c'était le même problème que pour nos chaussettes. En fait, le fabricant avait importé du tissu qui peignait, enfin, il ourlettait et qu'il peignait. Mais la règle pour ce foulard, c'était la fabrication à partir de fil. Il ne fabriquait pas ses foulards à partir de fil. Il ne peut pas apposer, fabriquer en France. Après, il peut apposer, dessiner en France. Il y a d'autres possibilités de valoriser son savoir-faire, mais ça va pas être les règles du Made in France, du fabriqué en France, ça va pas être les règles juridiques douanières. Donc je termine. Comment alors maintenant que vous avez votre information sur le Made in France, comment le défendre, comment défendre ce marquage. Donc le problème au niveau international, c'est que les négociations sont toujours en cours au sein de l'OMC. Au sein de l'OMC, et sachant que tous les pays ne sont pas dans l'OMC, donc en l'absence d'harmonisation, en fait, les règles de l'origine non préférentielle de l'Union, elles sont pas opposables juridiquement dans un pays un pays tiers qui peut tout à fait avoir lui ses propres règles. Elle a une valeur indicative. Donc, le site internet de l'Organisation mondiale du commerce, il liste l'ensemble des pays qui reconnaissent les règles de l'origine non préférentielle de l'Union européenne, et il liste la liste des pays qui ont les mêmes règles que nous et ceux qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Et donc pour les pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous, donc si vous voulez vraiment que votre marquage ait une origine, que votre marquage ait une valeur juridique, on vous invite à contacter l'ambassade de France dans ces pays-là. Mais bon, les pays quand même à avoir les mêmes règles que nous, les pays sont au nombre de 164. Il y a 164 pays qui appliquent les mêmes règles que l'Union européenne. Donc, je pense que vous trouverez votre bonheur à l'exportation. Donc, vous pouvez aussi être confronté à une demande particulière de votre client. Il va vous demander un certificat d'origine. Alors, il faut savoir que c'est pas obligatoire le certificat d'origine dans les règles de l'origine non préférentielle au niveau douanier. C'est pas obligatoire puisque à l'arrivée vous n'avez pas une préférence tarifaire. C'est pas obligatoire, mais par contre il y a certains pays qui le demandent. Donc on peut vous demander un certificat d'origine CE France. Et dans ces cas-là, ce certificat d'origine, il est délivré par votre CCI, mais la CCI applique les règles de l'origine non préférentielle. Et ça, c'est un document particulier qui n'a rien à voir avec le marquage du fabriqué en France et qui est exigé en fait dans certains pays. Là, je vous ai mis un extrait donc du site de l'OMC. Donc là, vous retrouvez. Alors ça, c'est des extraits, hein, parce que les listes sont longues. La liste des membres qui appliquent les règles d'origine non préférentielle et la liste des pays qui n'appliquent pas les règles d'origine non préférentielle. Mais dans 9 cas sur 10, en fait, la notion de Made in France, c'est une valeur indicative. Hein. C'est rare que ce soit
obligatoire dans le pays d'origine, sauf donc pour certains produits, éventuellement pour certains produits dans des cas bien précis. Donc on m'a posé la question là au cours des inscriptions aussi de savoir quel était le réel impact du Made in France à l'exportation. Donc en tout cas nous la douane on a du mal à mesurer quel est l'impact du marquage Made in France. Par contre, ce qui est certain, c'est que la France, le marquage, c'est une image de marque et ça reflète donc une façon de vivre et c'est cela qui est recherché dans de nombreux pays. Donc une façon de vivre et puis aussi un savoir-faire. Donc les produits qui fonctionnent le mieux avec le Made in France, ce sont la mode, le luxe, la gastronomie, la beauté et la parfumerie. Alors malheureusement, apparemment, au niveau qualité-prix, par contre, on n'est pas encore par rapport à d'autres pays. Ce serait pas encore ça. Donc dans nos meilleurs clients, donc on a la Chine et les États-Unis évidemment, mais on a aussi ça c'est au niveau statistique. Donc bon, il y a aussi l'aéronautique dedans, donc j'ai pas fait de distinguo. Dans les meilleurs clients du Made in France, on a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais l'intervenant, Romain sur Origine France Garantie aura sans doute plus de détails là-dessus. Alors, à l'exportation, donc on se heurte au problème de non-harmonisation des règles de l'origine. À l'importation, c'est la douane, donc qui est chargée à l'importation de faire respecter le marquage de l'origine France. Donc la douane réprime, donc sur le fondement du code des douanes national, hein, le code des douanes national et pas le code des douanes de l'Union. Donc les Made in France frauduleux pouvant laisser croire à tort aux consommateurs qu'un produit d'origine tierce est d'origine française. Donc une indication frauduleuse, c'est une indication qui est de nature à faire croire à tort que le produit a été fabriqué en France. Par exemple, vous avez des boîtes d'œufs avec une image du Mont-Saint-Michel qui ont été interceptées par la douane mais qui étaient en provenance de Chine. Vous avez aussi un exemple de cocotte minute avec un marquage fonderie en Alsace. Ça c'est une indication aussi, ça c'est une indication délictueuse. Donc fonderie en Alsace alors que c'était des cocottes chinoises. Donc là, en fait, la marchandise, elle est libérée par la douane quand même, mais l'importateur, il a dû modifier l'étiquetage et il a dû rajouter une étiquette origine Chine. Parce qu'en fait, on détruit pas la marchandise quand même. On demande à l'opérateur donc d'apposer un correctif et un correctif qui indique bien clairement au premier coup d'œil donc la véritable origine du produit. On a étudié le Made in France à l'export, à l'import, et maintenant donc sur le marché national. Le Made in France donc sur le marché national. Là c'est la CCRF
qui contrôle le marquage de l'origine pour les marchandises qui sont commercialisées. Elle est en charge de contrôler la véracité de toutes les mentions et le marquage de l'origine, donc sur l'étiquetage des marchandises. Donc, comme indiqué en introduction, le marquage de l'origine n'est pas obligatoire sur le marché intérieur, sauf certains produits. D'accord. Et donc, un marquage d'origine frauduleux, quand même, il est passible d'une amende de 37 500 €. Donc, on m'avait posé la question aussi à l'inscription, en fait, que peut faire le consommateur, pour vérifier l'origine d'un produit. Bah, il peut demander comment au vendeur, il peut demander si il a sollicité une information sur le Made in France. Et par contre, s'il a vraiment un doute, en fait, il faut qu'il dépose une plainte à la concurrence et à la répression des fraudes. Mais il n'a aucun moyen de vérifier, en fait, lui-même l'origine d'un produit. Donc, j'ai terminé. Je vais laisser la partie. Alors, je vais terminer là pour laisser la place aux questions. Et je termine donc par le salon du Made in France, hein, qui a lieu tous les ans. Alors là, il a été reporté à novembre, mais je vous invite à vous y rendre. C'est très intéressant et il y a c'est un étalage de notre savoir-faire. Et alors là, je vais terminer aussi parce qu'on voit le coq et effectivement, ça me rappelle quelque chose que j'ai pas mentionné et que je voulais vous mentionner, c'est qu'en fait, nous n'avons pas le marquage fabriqué en France ou Made in France, il n'y a pas de logo. C'est un marquage, c'est phraséologique. Après, vous mettez ce que vous voulez comme image, un drapeau, un coq, mais nous n'avons pas de logo. C'est la même optique en fait que la marque. On peut pas, l'État ne peut pas déposer le marquage Made in France parce que c'est une entrave à la libre circulation. Voilà, Annie. Bien, merci. Alors Anne, oui c'est ça, tout à fait. On va lire quelques questions qui sont arrivées. Alors première question. Concernant le changement, vous les lisez aussi, Anne, ou pas? Vous les voyez? Concernant le changement de... Voilà. Comme ça, vous les lirez en même temps. Concernant le changement de classement tarifaire, est-ce que tous les ingrédients doivent avoir un code douanier différent de celui de la marchandise? Alors, ça dépend de la règle. Effectivement. Il y a des produits pour lesquels, en fait, dans les ingrédients, il ne devra y avoir aucun code douanier identique à celui du produit fini. D'accord. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je pense qu'on aura la réponse. Une autre question. Doit-on pouvoir justifier une mention Made in France, document, déclaration ou autre, auprès d'un organisme et pendant combien de temps garder les justificatifs? Non, vous n'avez pas à justifier parce que en fait c'est indicatif, c'est pas juridique. C'est une information parce que c'est une information, c'est facultatif, c'est sur la base du volontariat en fait que vous déposez un IMF. Donc vous n'avez pas à vous justifier. Après, c'est peut-être au niveau commercial que vos partenaires vont vous demander de produire ce document. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Très bien. Et une autre question, je vais y répondre. Même question pour un certificat d'origine. Donc, comme vous le savez tous, les certificats d'origine sont émis par les CCI de votre territoire.
désormais sur la plateforme qui s'appelle la plateforme GEFI. Vous pouvez faire la demande en ligne. La CCI imprime pour vous le document certificat d'origine et il peut même, durant la crise Covid que l'on a vécue, où il était un peu compliqué d'être en présentiel, de plus en plus de pays ont accepté de recevoir ce document en ICO, c'est-à-dire le certificat d'origine dématérialisé. Pour répondre à votre question, est-ce que vous devez le justifier? La CCI, en fait, quand elle va recevoir cette demande en ligne, va noter et lire que vous dites que le produit est bien, enfin, le texte exact dans le menu déroulant. On vous demande dans une case origine d'indiquer Union européenne, France, ou Union européenne s'il y a plusieurs pays de l'Union européenne. Et on vous demandera pas d'autre de le justifier. On le fait sur votre déclaration. Alors, est-ce que le certificat d'origine est obligatoire? Alors là, ça dépend dans quel cadre de commercial vous vous trouvez. Est-ce que vous vendez en France? Est-ce que vous vendez en Italie ou est-ce que vous vendez en Chine? Et qu'est-ce que vous vendez? Et est-ce que c'est à l'import ou à l'export? Et est-ce qu'il y a un accord ou pas? Donc, je vais demander à la personne peut-être de préciser sa question. Un certificat d'origine, par exemple, délivré par la CCI, si c'est avec un pays avec lequel on n'a pas d'accord au niveau douanier, en fait, ce sera pas obligatoire au niveau douanier parce qu'il n'y aura pas de droit de douane réduit. Par contre, il se peut que ce pays ait, lui, sur son territoire, une règle. Il a une règle. On a un exemple pour la Turquie, là, par exemple. La Turquie, avant, on n'était pas obligé de produire un certificat d'origine, en plus d'un document qu'on appelle l'ATR, ceux qui connaissent la douane. Donc, on produisait pour la Turquie, on produisait soit en douane, on produisait soit un ATR, soit un EUR1. La Turquie a établi des règles unilatérales, donc sans en référer à l'Union européenne, et ils ont unilatéralement décidé que pour les produits importés, maintenant, sur leur territoire, il fallait, en plus de l'ATR, un certificat d'origine délivré par les CCI. Donc, pour répondre facilement à votre question, il faut se renseigner dans le pays d'arrivée, en fait. Voilà. Et méfiez-vous aussi parce que parfois le transitaire ou l'opérateur va vous dire que c'est obligatoire, mais en fait ça ne l'est pas. Voilà. Par contre, vous serez quand même obligé. Par contre, si vous voulez maintenir votre lien commercial avec cet opérateur, vous allez bien être, je pense, obligé d'aller chercher un certificat d'origine à la CCI. Voilà. Et il y a deux notions effectivement importantes. Après, dans le cadre d'accords internationaux, donc vous avez des certificats d'origine douane, donc des EUR1, des EUR-MED ou des formes A. Et maintenant, vous avez une autorisation en amont qui vous permet de ne plus faire des EUR1 au coup par coup, qui est le statut, l'autorisation d'exportateur agréé. Et maintenant, pour les traités version 2.0, vous avez le statut REX. Alors, comment fait-on? Ouais, pardon. Juste pour clarifier deux choses importantes, pour ne pas qu'il y ait de confusion, on parle de certificat d'origine de manière globale, mais il y a deux notions différentes. Il y a la notion de certificat d'origine pour avoir, comme vous l'avez dit, Anne, des droits préférentiels à l'entrée dans le pays client. Souvent, le client va dire certificat d'origine, mais en fait, il entend le certificat de circulation EUR1 qu'il y a dans beaucoup d'accords pays. Le certificat, par exemple, ATR pour la Turquie. Ce sont des certificats d'origine pour déterminer l'origine préférentielle. C'est différent. Quand vous irez sur le site de BCI Info ou sur le site des douanes, vous verrez la différence. Il y a des pays avec lesquels il y a signature d'accords, Union européenne, pays tiers, et vous verrez ces pays qui réclament effectivement un certificat d'origine, mais à but préférentiel. On le dénomme un certificat de circulation. Mais on pourra tout ça, bien entendu, évidemment, échanger plus loin avec la douane et avec les conseillers à l'international de BCI. Il y a effectivement une autre question. Il y a
a-t-il une liste disponible des produits et des fabricants bénéficiant du label Made in France? Non, non, j'ai demandé à la direction générale. Non. Nous n'avons pas la liste. La douane n'a pas cette liste. En tout cas, Ça ne n'est pas l'a pas communiqué. communiquée. D'accord. Ouais. Une dernière question et on passera à l'intervention de Romain Bertrand. Comment se calcule la part française d'un produit dans le cadre d'un financement BPI? Est-ce que la DGE travaille avec la DG des douanes dans ce cadre? Alors ça c'est comment se calcule la part française d'un produit? Je ne sais pas quelles règles applique BPI. Je sais pas. Je pense que ça doit être donc plus avec une histoire de. Je pense que ça doit être plus une histoire de valeur ajoutée. Hein. Voilà. Donc effectivement, c'est une question qui relève pas forcément, on le comprend bien, d'une notion douanière, mais d'un choix de BPI qui est l'organisme de financement. Donc ça, je vous invite effectivement, on pourra en reparler avec monsieur et faire un lien effectivement avec BPI. Ouais. Voilà. Il y a une dernière question aussi, excusez-moi, je vais répondre vite fait. Comment faire quand le produit est bloqué? Ah oui, exact. Non, on n'est pas obligé de le renvoyer dans le pays d'origine. Il faut juste en fait qu'il reste sous douane. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'il reste dans un entrepôt sous douane. Il reste sous un entrepôt sous douane et vous pouvez après faire vos modifications, vous, sous cet entrepôt sous douane. Alors, en fonction des autorisations douanières dont vous disposez, le produit, il peut même être rapatrié chez vous si vous disposez des autorisations ad hoc. On parle de domiciliation du dédouanement. Mais en tout cas, vous pouvez vous pouvez amener la marchandise jusque dans votre entreprise sous transit et vous l'étiqueter chez vous. Mais il n'y a aucun. Alors, ça arrive que la marchandise reparte, mais c'est parce que l'opérateur a considéré que le réétiquetage était trop onéreux. Parfois, on a eu des lunettes, par exemple, c'était difficile de regraver l'indication. Enfin, voilà. Mais c'est le retour au pays, c'est pas une obligation. Non, j'ai terminé. Merci. Très bien, merci Anne. Alors, cette partie a pu peut-être paraître compliquée aux personnes qui ne maîtrisent pas les notions d'origine. Évidemment, on en a conscience, et c'est également pour cela que Anne Lévenez à la douane ou nous-mêmes, les conseillers internationaux de PCI, peuvent vous aider dans ces réflexions. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter, on en reprendra la. Je vais désormais passer la parole donc à Romain Bertrand qui va remettre son micro et remettre. Voilà, c'est parfait. Et normalement, la vidéo, c'était bon. Et la vidéo, c'était bon. Voilà. Et Anne va revenir, s'il vous plaît. Anne, vous allez revenir, s'il vous plaît, sur la page concernant le sommaire de Romain. S'il vous plaît. Vous descendez. Excusez-moi. Non, remontez. Voilà, juste après votre. Voilà, allez là. Et puis, vous allez, s'il vous plaît. Allez, voilà, c'est ça. Très bien, je vous remercie. Excusez-moi, je m'excuse pour Romain. Oui, voilà. Là, vous avez sauté. Oh là, voilà. C'est pas vrai. Vous allez revenir sur le. Excusez-moi, je suis malhabile avec cet outil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Si, mais allez-y, commencez. Alors, je commence. Oui, allez-y. J'y vais? Oui, allez-y. Alors, donc, voilà, c'est bien. Origine France Garantie, donc comment cette idée est née? Tout simplement, voilà, en 2008, on a tous en tête l'élection du président américain Barack Obama, qui a fait pour sa campagne un fer de lance du Made in USA et de la fabrication américaine. Et en 2008, en France, on avait comme président Nicolas Sarkozy, Monsieur Gégaud était ministre, et puis en 2008, finalement, il est remercié. Et donc, le président de la République lui confie comme mission de rédiger un rapport parlementaire comme on en connaît beaucoup. Et dans ce rapport, il existe, j'allais dire, le label Origine France Garantie, ou tout du moins la reconnaissance d'une marque, de la marque France, dans le monde, et pour la reconnaissance de l'origine française des produits.
Et donc, effectivement, au lieu que ce rapport parlementaire finisse dans le cimetière des rapports parlementaires qui est déjà très plein, Monsieur Gégaud décide de se lancer dans cette certification, de lancer effectivement une certification Régime France Garantie pour, voilà, pour valoriser l'emploi, pour valoriser les savoir-faire. Il met en place la certification Régime France Garantie. Et il la met pas tout seul, il la met avec un certain nombre de chefs d'entreprise, avec un premier conseil d'administration, avec Antoine Veil, qui est le mari de Simone Veil, que tout le monde connaît en général. Et donc, il lance l'association Pro-France, qui va porter la certification Régime France Garantie. Alors, on est en 2010, on est déjà 2 ans après ce, cette fin de ministère, j'allais dire. Et voilà, avec une poignée au départ de 10 chefs d'entreprise, Pro-France est lancée. Alors cette association, elle n'a pas tellement changé. Yves Gégaud est toujours le président de la certification Régime France Garantie. Le conseil d'administration est toujours composé de chefs d'entreprise. Ils ont juste changé. Voilà, il y a des jeunes qui sont arrivés, il y en a qui sont partis. Non pas qu'ils étaient fâchés avec Régime France Garantie, mais parce qu'effectivement, il y a des secteurs d'activité nouveaux qui sont arrivés dans l'association, le textile, l'optique, des secteurs plus industriels comme l'automobile, etc. Donc on essaye d'avoir toujours au conseil d'administration une représentativité en quelque sorte des grands secteurs d'activité de notre économie. Donc, une fois qu'on a mis en place l'association, qu'est-ce qui différencie Origine France Garantie des autres marques? Tout d'abord, on est les seuls à certifier l'origine française des produits et à faire appel à des organismes indépendants pour cela, qui sont Bureau Veritas, AFNOR pour les plus connus, et puis on en a 2 autres qui sont Cerib et FCBA. Cerib est plus spécialisé dans le béton, et FCBA dans tous les métiers du bois, fabricant de parquet, de charpente, etc. Donc du coup, voilà, normalement avec ces 4 organismes certificateurs, on couvre tous les produits. Qu'est-ce qu'on certifie? On certifie tout d'abord des produits. On ne certifie pas des entreprises, parce qu'une entreprise peut avoir des activités en France et peut avoir des activités à l'étranger. Exemple, l'entreprise Aigle, qui fabrique des bottes, que tout le monde connaît en général pour ses bottes, elle fabrique aussi des vêtements, et les vêtements ne sont pas fabriqués en France, donc on a certifié uniquement les bottes. Alors, sur la procédure, comment ça se passe? Effectivement, sur la procédure, c'est assez simple. Il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est de contacter un organisme certificateur, un des 4 que j'ai cités tout à l'heure, pour se faire certifier. Ils vont établir un devis et vous disent combien la certification va vous coûter sur 3 ans, puisque la certification est valable 3 ans. Ensuite, une fois qu'ils ont vérifié évidemment au préalable que vos produits étaient certifiables, ils vont établir un devis. Le devis est signé par l'entreprise. Et ensuite, la première étape, c'est un audit documentaire. Donc cet audit documentaire va te permettre d'établir si vous respectez ou non les critères de la certification Origine France Garantie. Mais on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un simple audit documentaire. C'est là où c'est notre force. C'est qu'on va au-delà de ça. On va aller vérifier dans l'entreprise la traçabilité des produits. Et donc, il y a un auditeur d'un organisme certificateur qui va venir dans votre entreprise vérifier avec vous les factures, la traçabilité des produits, que vous faites bien appel aux fournisseurs que vous avez déclarés dans votre dossier, etc. Et ce, dans un délai maximum de 6 mois après la validation de l'audit documentaire. Alors, c'est un délai maximum, mais en général, c'est entre 1 et 3 mois maximum le temps de trouver un rendez-vous et que, effectivement, l'auditeur et le chef d'entreprise ou le responsable qualité ou le chef marketing, que sais-je, soient présents et puissent être présents pour cet audit sur place. Et puis enfin, la 4e étape de la procédure, c'est celle qui va vous suivre pendant au moins 3 ans, puisque la certification est valable 3 ans, et c'est l'audit de vérification qui sera faite une fois par an, en général pas tellement loin de la date anniversaire à laquelle vous vous êtes fait certifier. Et l'organisme certificateur vérifie avec vous si vous avez changé tout ou partie de vos fournisseurs. Et si vous avez changé vos fournisseurs, ils vont vérifier avec vous que ces fournisseurs sont toujours en France, etc.
Voilà pour, en gros, la procédure. Et puis après, nous, évidemment, il n'y a pas qu'une partie, organisme certificateur. Il y a notre partie à nous, l'association ProFrance. Donc nous, dès lors que vous êtes fait certifier, vous passez, j'allais dire dans nos mains pour tout ce qui est, communication, pour tout ce qui est, accompagnement sur, les stratégies marketing, sur le Made in France. On a par exemple, ça va être la page de publicité, mais on a un magazine qu'on édite à 10 000 exemplaires et qui est vendu dans les kiosques, notamment dans les relais des aéroports, des gares, etc. Et donc, vous pouvez trouver très facilement. Et sur notre site internet, on a même un petit service de géolocalisation qui vous permet de trouver où est le magazine le plus proche de chez vous. Et puis après, on négocie. Vous parliez tout à l'heure du salon du Made in France. Nous y sommes présents. Nous avons on négocie tous les ans avec l'organisme certificateur, avec l'organisateur du salon, pardon, un prix, et on organise un pavillon Origine France Garantie pour regrouper toutes nos entreprises au même endroit et communiquer davantage et montrer notre petite équipe d'entreprise. Sur le deuxième point, les modalités et les cahiers des charges. Alors là, effectivement, alors excusez-moi parce que je lis en même temps les petites questions qui passent en dessous. Donc effectivement, sur les modalités et le cahier des charges, donc on a ce qu'on appelle le socle, c'est-à-dire les 2 critères principaux sur lesquels on certifie les produits, c'est-à-dire que au moins 50% du prix de revient unitaire doit être français. Et ensuite, le deuxième critère, c'est que le produit doit être 100% fabriqué en France. C'est-à-dire que dès lors qu'il a commencé sa fabrication en France, il ne doit plus quitter le territoire français. Par exemple, si vous fabriquez une machine à laver, eh bien, il faut que l'assemblage du tambour, le moteur, toute sa fabrication, la fabrication à proprement parler, doit être réalisée en France. Et nous, c'est ça qui nous distingue du Made in France, c'est-à-dire qu'on a ces 2 critères cumulatifs. C'est pas soit l'un, soit l'autre, soit la dernière livraison, soit les 40%, je crois, j'ai cru entendre tout à l'heure, du prix de revient unitaire. Nous, c'est 50% du prix de revient unitaire, donc un peu plus exigeant que le simple Made in France. Et puis, effectivement, le produit doit être 100% fabriqué en France. Et puis ensuite, de ce socle découlent, j'allais dire, des annexes sectorielles, puisque même nous, en tant que consommateurs, on n'a pas le même niveau d'exigence, j'allais dire, pour le Made in France. Je vais vous donner deux exemples très simples. Pour une voiture, on applique les critères tels que je viens de vous les décrire, c'est-à-dire 50% du prix de revient unitaire et 100% fabriqué en France. Mais par exemple, pour l'agroalimentaire, on est beaucoup plus exigeant que ça, puisque le critère de 50% descend à 8%. Et donc, tout ce qui fait plus de 8%, si vous voulez, dans une gaufre, par exemple, eh bien, tous les ingrédients qui font plus de 8% doivent être français. On est arrivé à ce haut niveau d'exigence, notamment en agroalimentaire, à cause vous vous rappelez sans doute des gaufres de marque Carrefour, Reflet de France, qui sont très connus. Et il y avait eu ce scandale alimentaire sur des œufs au fipronil. Et on s'est aperçu que les gaufres Reflet de France, qui pourtant, rien qu'au nom, sentent bon le terroir français auquel on est tous attachés, avaient des œufs non seulement contaminés, mais aussi qui venaient des Pays-Bas. Donc je juge pas côté contamination, risque sanitaire, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, voilà, quand vous apprenez ça, vous êtes lésé, j'allais dire, dans votre achat Made in France. Vous êtes lésé à la fois dans votre achat, puisque effectivement, ce sont des produits qui sont pas propres à la consommation, mais en plus, ils sont composés de produits qui ne sont pas français. Donc effectivement, vous êtes lésé aussi dans votre achat Made in France. Donc c'est pour effectivement toutes ces questions-là que on adapte les règles. Et puis, on a au sein de l'association un organe qui s'appelle le comité technique, qui est complètement indépendant, auquel siège uniquement le vice-président en charge du cahier des charges, qui est monsieur Frédéric Tarabert, qui est un chef d'entreprise, qui fabrique des balances. Et puis, nous-mêmes, moi et mon collègue, puisque nous sommes 2 au sein de l'association, nous ne sommes pas une armée, nous sommes que 2, nous sommes une petite association.
Et puis, siègent également un représentant ou deux représentants de chaque organisme certificateur. Et au sein de ce comité technique, qui a lieu une fois tous les 3 mois, on tranche sur des questions techniques, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on se penche sur le cahier des charges et on regarde est-ce qu'on est assez exigeant, est-ce qu'on n'est pas assez exigeant, est-ce que il y a des produits, comme on est de tout produit, on a également des produits, j'allais dire, qui posent débat. Quand, on peut faire certifier, par exemple, une trottinette made in France, est-ce que le moteur doit être français? Est-ce que, c'est tout le reste qui doit être français, mais la carte électronique n'est pas française? Est-ce que donc c'est toujours la question de savoir où on met le curseur et on se penche toujours du côté du consommateur pour savoir, qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est pas français et pour trancher les questions. Et en général, on arrive à une jurisprudence, j'allais dire, qui s'est étalée depuis presque 10 ans maintenant. Ce sera les 10 ans d'Origine France garantie l'année prochaine, avec quelque chose donc d'assez complet sur le sujet pour pouvoir certifier l'ensemble des produits. Voilà. Voilà sur ce point du cahier des charges et des procédures. Et puis, on suit l'actualité économique. Je donne un dernier point sur ce sujet. C'est que quand on a, par exemple, dans le textile, on a un tisseur de jeans qui s'est réinstallé il y a 1 ou 2 ans sur le territoire français. Et donc, on a des entreprises qui nous ont dit, qui sont certifiées, comme 1083 par exemple, qui fabriquent des jeans à Romans-sur-Isère et qui effectivement nous ont dit bah attendez là l'étape de tissage du jean il faut la réintégrer comme une étape française puisqu'effectivement on a de nouveau quelqu'un qui tisse du jean en France. Et donc bah voilà, ça fait partie du rôle du comité technique de suivre cette actualité économique, parfois de réindustrialisation. Dans ces cas-là, on est vachement content. Et puis parfois, malheureusement, en perte de savoir-faire, puisque le dernier fabricant ferme ses portes. Et donc, du coup, nous sommes obligés d'alléger légèrement le cahier des charges pour que des entreprises certifiées puissent continuer à l'être. Voilà, quand il y a une perte de savoir-faire. Alors bien sûr, je vous rassure, on ne descend jamais au-delà des 50% du prix de revient unitaire, hein. Même si, par exemple, une entreprise est obligée de changer de fournisseur et que du coup, ça fait redescendre son prix de revient unitaire à 47 ou 46%, malheureusement, elle perd aussi la certification Origine France Garantie. Donc, c'est aussi un outil, j'allais dire, à son niveau, hein. Bien sûr, on n'a pas d'aide financière particulière, mais de réindustrialisation, de suivi de l'actualité économique. Et puis, pourquoi surfer, et ce sera le dernier point, puis après j'aurai quelques petites choses à rajouter, mais pourquoi surfer sur la vague maintenant? Eh bien, tout ça pour une bonne et simple raison, c'est que la crise du Covid-19 nous a mis en lumière de manière, j'allais dire, presque violente, le manque d'industrie, le manque de capacité de production, notamment des masques, hein. On a tous vu ce problème à la télévision et s'étaler à la télévision. Donc, voilà, nous, on l'a vu, hein, depuis quelques mois maintenant, on peut le dire, on a beaucoup d'entreprises qui nous contactent pour nous rejoindre, pour valoriser leur savoir-faire. Parce que voilà, on parle beaucoup de Made in France, effectivement, là, on est dans le manque de capacité à fournir, etc., machin. Mais il y a plusieurs dimensions dans le Made in France. C'est des cercles concentriques, c'est à la fois les savoir-faire, c'est à la fois les conditions sociales des salariés, puisque quand vous achetez un produit fait en France, bah, vous êtes sûr qu'il n'est pas fait par un enfant, il n'est pas fait dans des conditions. J'allais dire, on a tous vu ce reportage dans l'émission d'Élise Lucet, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, où effectivement on voit des gens en Inde, etc., fabriquer des jeans, les colorer avec les pieds dans des solvants, des machins comme ça, où vous avez le type qui sable pour délaver les jeans et qui respire toute la journée des grains de sable sans masque, sans rien. Donc effectivement, quand vous achetez un produit Made in France, bah, c'est aussi lutter contre tout ça, donc contre des normes sociales. Et puis, bah, c'est l'environnement. Voilà, c'est le troisième cercle que j'évoquais tout à l'heure. C'est le troisième cercle, c'est les circuits courts, c'est limiter la pollution. Vous êtes sûr que le produit n'est pas fait à l'autre bout du monde, qu'il ne mettra pas
2 mois et demi pour venir par cargo, etc. Voilà. Faire venir aujourd'hui un, un conteneur de l'autre bout du monde, ça coûte rien. Peu importe ce que vous mettez dedans, le prix est fixe. Donc voilà, puis c'est réparti sur 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 produits qui contient. Donc après, évidemment, par contre, il faut mettre 60 jours pour le faire venir. Donc c'est pas vraiment un circuit court. Et puis quand vous avez un problème sur le produit, bah, il faut attendre 60 jours supplémentaires pour les avoir. Et c'est l'histoire, le meilleur exemple qu'on a eu récemment, c'est le maillot de l'équipe de France avec la deuxième étoile qui est jamais arrivée, qui a mis trop de temps, qui est arrivé par petite quantité au départ, et puis finalement, bah, il s'est perdu dans les méandres de la mondialisation, j'allais dire. Et donc, du coup, bah, on n'a pas eu ce maillot avec les 2 étoiles. Voilà. Alors, pour compléter mon propos, j'aurais plusieurs choses. D'une part, effectivement, nous, juste pour rappeler et pour compléter ce qui a été dit juste avant, nous, on existe parce que on certifie l'origine des produits. On est les seuls. Mais par exemple, tout à l'heure, j'entendais produit en Bretagne. Produit en Bretagne ne certifie pas l'origine. Produit en Bretagne, ils ont un comité décisionnaire qui effectivement attribue ou non le label, mais ce n'est pas un certificat d'origine. Et d'ailleurs, on le voit très bien puisqu'il y a du café, il y a du jus d'orange. Et honnêtement, vous qui connaissez bien cette région, je pense que vous n'aurez pas de mal pour constater que bah, les caféiers ou les orangers ne sont pas assez nombreux, en tout cas, pour fournir l'ensemble du marché français. Mais voilà, ça fait partie des discussions qu'on peut avoir aussi sur des salons, notamment on a été, il y a 1 an maintenant, puisque cette année il a été annulé, au Salon international de l'alimentaire. Donc on a un petit stand, etc. Et on a, avec mon collègue, un fabricant de nougat qui est venu nous voir en nous disant, il y avait marqué sur son packaging, moi je fais du nougat 100% made in France. Et puis il y avait un logo bleu, blanc, rouge, enfin tout ce qui va avec. Et puis on a gratté un peu le sujet avec lui et on lui a demandé, mais vos amandes, par exemple, d'où viennent-elles? Alors, il s'est trouvé embêté, il a dit: «Bah, je les achète chez un grossiste, et cetera». Mais oui, mais d'où elles viennent? C'est pas les acheter, bien sûr que son grossiste est en France, ça je le conçois, mais d'où elles viennent? Parce qu'en fait, le marché de l'amande, c'est à 90 pour les États-Unis. Donc il y a de fortes chances pour que les amandes qui vendent dans son nougat made in France viennent des États-Unis. Donc c'est là où est tout l'enjeu de ces questions de fabrication française. Et puis après, vous avez tout ce qui est pensé en France, imaginé en France, dessiné en France, qui sont pas forcément mensongers, mais qui surfent sur cette vague du Made in France sans vraiment, véritablement avoir une fabrication française. Et puis après, je terminerai sur le French washing. Et ça, c'est un de mes sujets favoris. Mais vous allez demain chez Carrefour, par exemple, vous allez au rayon des conserves. Vous avez le petit salé aux lentilles qui est marqué recette de tradition française, qui est bleu, blanc, rouge de partout. Ça clignote tellement c'est bleu, blanc, rouge. Et puis quand vous retournez le packaging, vous regardez l'origine des produits, et vous allez voir que la viande de porc vient de Pologne et les lentilles viennent du Canada. Donc c'est pas mensonger sur le papier, c'est pas mensonger. Simplement, c'est surfer sur la vague du Made in France en trompant légèrement le consommateur, puisque quand vous voyez ça, vous vous dites chouette, j'achète un produit de chez nous, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense qu'on a assez de producteurs de viande porcine et de lentilles sur le territoire pour ne pas faire appel à des produits qui viennent du bout du monde. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau reportage il y a quelques semaines sur ce sujet qui expliquait qu'en fait, on exporte beaucoup plus de produits que l'on fabrique nous-mêmes et qu'on n'aurait pas besoin d'importer dans l'autre sens. Donc effectivement, c'est toute cette question de remise en cause des schémas économiques qu'il faut repenser. Et puis, pour changer de secteur et de sujet, vous avez tout ce qui est le French washing.
Donc, vous allez demain chez Célio, par exemple, pour les citer, hein. Vous savez, je suis transparent, je cite les marques. Je ne vous dis pas une célèbre marque de vêtements. Et vous allez chez Célio, vous avez tous ces petits polos avec le col bleu, blanc, rouge et le bord du bras bleu, blanc, rouge. Et puis, vous avez également les baskets avec la languette du talon bleu, blanc, rouge. Et vous apercevez qu'en fait, en regardant l'étiquette de fabrication, que les t-shirts sont fabriqués au Bangladesh, les polos sont made in Taïwan et les chaussures sont made in China. Donc, effectivement, rien d'une fabrication française, mais simplement on leur donne une connotation made in France parce que voilà, ça se vend. Oui, c'est porteur. C'est le troisième critère d'achat des Français, hein, l'origine des produits. Quand on ne le trompe pas, évidemment, parce que plus il y aura de fraude, plus il y aura de tromperie sur le Made in France, plus la marque France en prendra un coup. On a vu il y a 1 an ou 2 un cache investigation sur le sujet avec quelqu'un qui vendait du Made in France avec des t-shirts marqués Made in France et qui en fait faisait tout fabriquer au Bangladesh et faisait que importer. Voilà. Et puis en ce moment, oui, nous allons traverser peut-être une crise économique qui va être un peu rude. Et donc, surfer sur la vague maintenant, c'est surtout sauvegarder des emplois pour plus tard. C'est sauvegarder des savoir-faire pour plus tard. Nous, quand on discute avec des professionnels, notamment dans le textile, il y a beaucoup d'ateliers de savoir-faire qui sont partis, ils sont obligés à faire appel, notamment dans la maroquinerie, au savoir-faire italien, parce que voilà, les ateliers français ont fermé et que voilà. Et la crise économique va faire qu'effectivement, on va perdre encore un peu de savoir-faire et que surfer sur la vague maintenant, c'est important pour l'avenir. Voilà. Merci Romain. On va regarder les questions peut-être. Donc vous avez alors les mentions, vous les voyez aussi, les mentions Made in France ou Moi, Origine France garantie. Ouais, pardon. Allez-y, allez-y. Les mentions Made in France ou Origine France garantie sont-elles acceptées sur les produits exportés aux États-Unis? Alors, Origine France, alors Made in France, oui, je laisse la douane répondre, mais pour avoir voyagé aux États-Unis, oui, il y a la mention Made in France sur certains produits. Et Origine France Garantie n'a pas été acceptée par les USA hein, en termes de dépôt de marque, j'entends, comme la Chine d'ailleurs. Ce sont les 2 seuls pays qui ont refusé l'enregistrement d'Origine France Garantie. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils exploitent nos noms. Si certains d'entre vous ont voyagé aux États-Unis, comme moi j'étais une fois, hein, je ne voyage pas tous les matins aux États-Unis, mais j'étais une fois il y a 1 an, et j'ai pu manger du petit basque. Seulement le petit basque, vous savez, c'est ce fromage qui est en forme de panier, avec une croûte particulière, etc. Seulement là-bas, il ressemble plus à du gouda hollandais qu'à du petit basque français. Il n'y a même pas de lait de brebis dedans. Je vous fais pas le discours, je vous explique pas tous les débats sur le lait aux États-Unis, mais voilà, ils utilisent nos noms. Nous avons du brie de Meaux qui ressemble plus à du camembert qu'à du brie. Voilà, donc effectivement, ces pays-là, comme les États-Unis, surfent sur nos noms, reprennent les noms du terroir français, notamment en agroalimentaire, mais pas seulement. Hein, voilà. Pour la Chine, c'est pareil. Tout le monde connaît, les voitures chinoises. Pour certaines, ressemblent aux voitures françaises puisqu'ils copient le design, etc. et font des modèles beaucoup moins chers pour leur propre marché. Donc c'est pour ça qu'effectivement, Origine France Garantie, ça leur plaît pas. Mais par contre, Origine France Garantie est très prisée, par exemple, au Japon, pour une raison très simple, c'est que les Japonais adorent les produits français. Et je vais vous raconter une anecdote, par exemple, avec les bottes Aigle. Donc, les bottes Aigle sont vendues avec le label Origine France Garantie sur le marché japonais, tout simplement parce qu'il y a une concurrence chinoise. Les Chinois font des bottes avec le tour de cuisse, avec bleu, blanc, rouge, le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, pour le consommateur japonais, c'est très trompeur, puisque quand vous voyez ça, vous serez, même vous, je pense que vous diriez, tiens, ce produit vient de chez nous, alors qu'en fait, c'est un produit made in China. Il en va de même, par exemple,
pour la marque Rose de Paris et qui n'a rien à voir avec Paris, puisque c'est une marque complètement chinoise et qui fabrique dans différents pays du monde. Voilà, pour ce qui est des États-Unis. Même si j'ai débordé un peu sur l'Asie, je m'en excuse. Bien. Deuxième question, quelle est la notoriété du label Origine France Garantie? Eh bien, les dernières études qu'on a eues nous mettent juste derrière le label rouge. C'est une étude Kantar qui date de 2017, donc qui commence à dater un peu, enfin, je suis d'accord. Mais effectivement, voilà, notre objectif à nous, en tout cas en termes de notoriété, là, le dernier sondage qu'on a fait, c'était pour les assises du produit en France de 2018 et on avait 47% des consommateurs qui reconnaissaient Origine France Garantie et on avait plus de 90% qui lui faisaient confiance sur l'origine des produits. Enfin, 90% des gens qui connaissaient le label lui faisaient confiance à plus de 90%. Donc voilà, pour nous, c'était des très bons chiffres. Et je pense qu'on en refera une étude cette année, au mois de septembre-octobre 2020, pour remettre à jour nos tablettes. Mais pour être tout à fait cash avec vous, oui, nous avons un manque de notoriété puisque voilà, on dépend j'allais dire, comme nous sommes une petite association, on dépend des packaging et des campagnes de communication de nos entreprises. En ce moment, vous avez peut-être vu passer la publicité pour la 1664 sur ce qu'on appelle les sucettes de publicité de l'entreprise Deco et d'autres, hein, qui effectivement font sympathiquement une opération de communication nationale avec nous. Et puis vous le voyez dans plusieurs publicités, les piscines Magiline, les dentifrices Elgidium, arrêt fenêtre, Peugeot, Toyota. On fait beaucoup de campagnes publicitaires, les meubles Gauthier également. Donc voilà, tout mis bout à bout, toutes les campagnes de communication de nos entreprises mis bout à bout font que bah voilà, la notoriété du label grandit et on en est très content. Et notre objectif, bah, pour finir là-dessus sur cette question, notre objectif, c'est de devenir le label rouge du produit en France. Quand vous achetez un produit label rouge, vous savez qu'il est meilleur que les autres, mais vous ne connaissez pas forcément le cahier des charges exact de tous les produits et pourquoi il est meilleur par rapport aux autres. Mais pourtant, bah, entre une cuisse de poulet label rouge et une cuisse de poulet non label rouge, en général, on se dit que celle qui est label rouge est meilleure. C'est même un gage de qualité dans les restaurants, hein. Souvent, on voit voilà, poulet label rouge ou poisson label rouge, saumon label rouge ou que sais-je. Et effectivement, bah, notre objectif, c'est ça, c'est que quand les Français ou les consommateurs en général, d'ailleurs pas que les Français, hein, les consommateurs même du monde entier, on peut arriver, quand ils voient le label Origine France Garantie, ils sont sûrs que le produit est fabriqué en France. Après, pour les plus intéressés, pour les plus curieux, oui, ils iront vérifier les cahiers des charges, voir comment ça se passe, comment c'est attribué, etc. Mais au moins, quand ils ont ça, sous les yeux, ils savent que le produit est fabriqué en France. Très bien. Il y a eu tout à l'heure une observation sur l'attente effectivement d'un support présenté comme pour les douanes. Donc, juste une précision, Romain n'avait pas souhaité faire des slides et plutôt préféré une intervention orale. Moi, je préfère un échange et une présentation voilà, orale, mais évidemment, on pourra comme vous faire aurez, passer une plaquette sans souci. comme vous aurez tout à fait les coordonnées de Romain Bertrand, vous pourrez l'interroger. Et surtout, ça m'amène justement à la dernière question, qui est quand même très importante. Combien coûte une telle certification? Voilà. C'est la question qu'on nous pose souvent. Alors, en fait, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la complexité de votre produit et ça dépend du nombre de sites à auditer. C'est-à-dire que, par exemple, pour une petite entreprise, notre plus petit labellisé, c'est une dame qui fabrique des chaussons dans son garage et ça lui coûte une petite centaine d'euros par an. Un de nos plus gros labellisés, c'est peut-être pas le plus gros, mais enfin, c'est un des plus gros labellisés, c'est Peugeot. Ça leur coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout simplement parce que bah, c'est des voitures. Il y a 7 jours d'audit par véhicule, ils ont 16 gammes de produits et il y a 7 sites de production à auditer et ils ne sont pas à côté. Donc, vous voyez, et entre ça, bah, vous avez tout le panel possible et imaginable de produits français. En moyenne, ça coûte
ça coûte 3 à 4 000 euros. En moyenne, ça coûte ce prix-là. Après, on a des tarifs préférentiels pour les TPE, on a des tarifs préférentiels pour les TPE, c'est tout, hein, voilà. Et puis, les organismes certificateurs peuvent faire un geste commercial. Je vais vous expliquer comment. Si par exemple, vous avez déjà chez eux une norme ISO 9001 ou n'importe quelle norme ISO ou une autre certification, vous pouvez leur demander de faire un prix groupé et faire venir qu'une fois l'auditeur, ce qui permet effectivement de réduire les coûts. Tout à fait. Et moi, j'ajoute, et ce sera une question qu'il faudra poser aux conseillers à l'international qui sont plus chargés de la stratégie à l'international. Moi, je suis pour ma part plus en charge de l'aspect technique et réglementaire, mais nos conseillers à l'international pourront vous répondre sur ce sujet dès lors qu'on a des frais de certification et que l'on est, par exemple, dans une stratégie à l'international, de développement à l'international avec une assurance prospection. À mon avis, ces coûts, ces frais de certification peuvent peut-être être pris en compte dans ce budget. Donc, un point à vérifier, mais je pense que c'est possible. Alors, j'aurais deux petites précisions suite à des questions qui ont été posées tout à l'heure, si je peux me permettre. Bien sûr. Par exemple, nous, chez Origine France Garantie, pour ce qui est du calcul du prix de revient unitaire, puisque tout à l'heure, pour la part France dans le prix de revient unitaire, la question avait été posée. Nous avons un système de calcul qui est simple, c'est-à-dire que on plafonne un certain nombre de coûts. Par exemple, on ne prend pas en compte tous les coûts de commercialisation, etc., qui sont faits après la fabrication. Nous, on se concentre uniquement sur la fabrication, donc on ne peut pas abonder 60% de prix de revient unitaire parce que le produit est commercialisé en France. Chez nous, ça, c'est pas possible. Et puis, par exemple, on plafonne à 10% les frais de recherche et développement. Parce que si vous avez un produit qui est très technologique, mais qui n'est pas du tout fabriqué en France, vous pourriez bénéficier du label. Si par exemple, dans votre prix de revient unitaire, vous avez 51% de recherche et développement, bah, si on ne plafonne pas, même si le produit est fait en Chine derrière, vous pourriez être certifié Origine France Garantie. Donc on a mis comme ça dans le calcul du prix de revient unitaire un certain nombre de barrières, entre guillemets, de coûts pour effectivement ne pas, ne pas se faire dépasser, on va dire. Voilà, et d'avoir une petite filouterie quelque part sur ce sujet. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, Anne, vous allez pouvoir poursuivre le PowerPoint, s'il vous plaît, avec les contacts. Voilà. Donc, pour conclure, merci déjà à tous pour votre participation. Merci à Romain et à Anne pour leur intervention. Encore une fois, je vous rappelle donc effectivement que Bretagne Commerce International met à votre disposition les conseillers en territoire, en proximité de votre entreprise basée dans les CCI, conseillers à profil soit développement en stratégie à l'international ou des aspects techniques et réglementaires qui englobent également ces aspects que l'on vient de développer. Également, je reparle de l'Open Online le 6 juillet. N'hésitez surtout pas à vous connecter et à vous inscrire parce que seront présents en outre nos prestataires étrangers, mais également nos partenaires, comme la Direction régionale des douanes de Bretagne, comme BPI, qui effectivement peut répondre aussi à des questions. On en a eu sur la paix, sur les financements. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Il est encore temps jusqu'au 30 juin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le sujet n'est pas simple. Je conçois et j'ai conscience que les notions de transformation substantielle peuvent parfois amener réflexion, voire même des difficultés entre les services achats, export. Néanmoins, sachez que le pôle action économique est là évidemment pour vous aider. Je vais passer la parole à Anne pour conclure et bien entendu nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. À très bientôt. Regardez le programme de l'agenda des webinaires et des réunions d'information sur le site de BCI Agenda et également les fiches d'information pays marché que vous retrouvez sur la rubrique BCI Info.
Anne, si vous voulez dire un mot de conclusion. Anne, il faut remettre, on ne vous entend pas. Ouais, voilà, excusez-moi. Voilà. Effectivement, Annie, donc Madame Christelle Ferrari et moi-même, donc nous serons en ligne le 6 juillet au cours de l'Open. Donc pour toutes les entreprises qui sont intéressées par le Made in France et qui souhaitent qu'on les aide à vérifier le critère, il suffit de solliciter un entretien personnel, donc avec l'une de nous deux. Et sur le site de l'Open, en fait, lorsque vous prenez rendez-vous, vous pouvez expliquer la problématique sur laquelle vous souhaitez qu'on s'entretienne. Donc, lors de la prise de rendez-vous, vous m'indiquez le code douanier de la marchandise et ainsi, on pourra étudier le Made in France, mais après, on pourra étudier tout un tas d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, pour le Made in France, mais aussi la grosse actualité en ce moment, donc le Brexit. Merci, bon week-end à tout le monde. Voilà, et BCI continuera à communiquer sur ce sujet qui risque également d'être très impactant pour les entreprises sur le sujet Brexit. On commence à avoir des informations, sachez qu'on les a indiquées sur le site de BCI dans Actualité. On mettra au fil de l'eau toutes les informations qui paraîtront sur le sujet Brexit. Voilà, merci. Bonne fin de journée, bon week-end. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir.